Jean-Claude Lambion, remplacé aujourd'hui par son premier adjoint. Après la disparition du maire, toutes les équipes semblent vouloir se mettre ensemble pour sortir la commune de ses difficultés. Vous verrez le reportage de Linda Cayarci et de Moïse Dexter dans ce journal. Après Alain Juppé, c'est au tour de François Fillon de battre la campagne pour les primaires de la droite et du centre. Son leitmotiv, donner plus de liberté aux acteurs locaux pour entreprendre. Il sera l'invité ce soir de Questions directes. Et les parents d'élèves de l'école Ginette Maragnès de Sainte-Anne sont mobilisés pour empêcher les fermetures de classes. Ils ont reçu le soutien de la municipalité et du syndicat FSU. Le reportage de Karen Diama dans cette édition. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Pour rendre les villes plus belles, il faut les aimer, aimer son pays et les personnes qui la composent. Il appartiendra désormais à Philipson-Francfort d'appliquer au mieux cette citation de Jean-Claude Lambion. 15 jours après le décès de l'ancien maire de Morne-à-l'Eau, le premier adjoint a été élu maire de la commune. On regarde le reportage de Linda Cayarci et de Moïse Dexter. C'est sans surprise que Philipson-Francfort a été élu maire de Morne-à-l'Eau, 24 voix contre 8. Homme de confiance de Jean-Claude Lambion et favori de la majorité. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un jour, vous l'aurez compris, extraordinaire. Après Jean-Claude Lambion, qui a été mon ami, un ami de longue date, j'ai tenu à l'aider jusqu'au bout d'une manière loyale. Aujourd'hui, avec le vote que nous avons aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une très belle majorité et donc par conséquent, croyez-moi, le travail que Jean-Claude Lambion a mis en place va se poursuivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette mandature 2020. C'est ce qui était prévu. Aux côtés du nouveau maire, qui depuis 2008 a investi la municipalité de Morne-à-l'Eau, les élus de la majorité, mais aussi de l'opposition. Objectif, donner un nouvel élan à la commune. Aujourd'hui, c'est mon dada, le sport. Ah ben, quand on voit le nombre de difficultés qu'a nos associations sportives et culturelles à Morne-à-l'Eau, je dis qu'il faut prendre la main pour essayer de faire au mieux et d'aider. Et donc voilà pourquoi, avec ma majorité, nous avons décidé, avec l'ensemble des membres de mon groupe et bien entendu du groupe de Madame Makaya, Morne-à-l'Eau autrement, nous avons décidé de rejoindre la majorité pour faire un bon travail. Et nous disons, nous ne l'avons pas fait pour une histoire de poste, nous le faisons véritablement pour travailler pour les Mornaliens. Bien sûr, une minorité constructive pour faire avancer ma commune, pour faire avancer la société guadeloupéenne. Il ne peut en être autrement, puisque nous avons quand même l'habitude de siéger au conseil municipal. Quand il s'agira d'analyser et de discuter sur des problèmes déterminants pour Morne-à-l'Eau, eh bien, nous prendrons toute notre part. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et ce matin, bon nombre de Mornaliens s'étaient donné rendez-vous pour ce conseil municipal exceptionnel. C'est même nous, ici, là. Ça te l'embellit. Qu'est-ce qu'on attend? Qui changement qu'on espérer? Eh bien, nous attendons, c'est nous qui attendons quelque chose. Nous n'avons pas ça, nous n'avons pas rien. Nous sommes supporters. Il a commencé. Il a continué à faire travailler. Mais est-ce que ça peut surprendre vous que c'est Francfort qui est élu maire et pas un autre monde? Non. Est-ce que vous attendez notre candidat? Non. On va attendre d'autres candidats. Pour moi, il n'y a pas de changement, c'est la continuité. Hein? Et puis j'espère que Morne-à-l'Eau va devenir plus attrayant. Parce que là, hein, il y a beaucoup à faire. Hein? Je pense beaucoup de choses pour M. Francfort. Il va continuer. Et si M. met à côté de lui, c'est encore mieux. Pour Morne-à-l'Eau, parce que Morne-à-l'Eau est en train de couler. Et on ne veut pas que Morne-à-l'Eau est en train de couler, parce qu'il y a tellement de trucs qui passent à Morne-à-l'Eau là. C'est dégoûtant. Il y a toujours des embouteillages, toujours des emmerdations à Morne-à-l'O. On ne voit rien, toujours des délinquances et tout. On veut arranger ça sous Morne-à-l'O. Morne-à-l'Eau a donc un nouveau maire, mais aussi un nouveau conseil municipal de 9 élus, avec en tête de file comme premier adjoint, Victoire Jasmin. Une semaine après Alain Juppé, c'est au tour d'un autre candidat aux primaires de la droite et du centre de fouler, le seul Guadeloupéen. François Fillon, ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, a rencontré des représentants du monde agricole, mais surtout la population. Son leitmotiv, donner plus de liberté aux acteurs locaux pour entreprendre. On l'écoute. Je pense que la Guadeloupe, comme les autres départements d'outre-mer, a besoin d'abord de liberté. Et au fond, le mot d'ordre de ma campagne, c'est la liberté. La liberté, ça veut dire qu'il y a trop de bureaucratie, au fond. Nous sommes devenus un pays bureaucratique.
J'ai dit qu'il y avait eu une assemblée constituante, il faudrait qu'il y ait maintenant une assemblée déconstituante, qui défasse des lois, qui défasse des règlements. S'agissant de la Guadeloupe, je pense qu'il faut plus de responsabilités au plan local. Ce sont des territoires qui sont tellement éloignés et différents qu'ils ont besoin de s'organiser avec le soutien du gouvernement central, mais avec leurs propres décisions et leurs propres libertés. Et puis pour le reste, il faut que la solidarité fonctionne parce que la France a des devoirs à l'égard de l'outre-mer, des devoirs qui sont liés à l'histoire, et qu'elle doit les assumer en apportant, en termes d'éducation, de santé, de sécurité, le niveau de service que les habitants de la Guadeloupe sont en droit d'attendre. Et je vous rappelle que François Fillon sera l'invité d'Eddy Planté tout à l'heure pour Questions directes. Le Brésil traverse une grave crise politique mêlée à un vaste scandale de corruption. La présidente Dilma Rousseff est sur le point d'être destituée. L'Assemblée brésilienne a voté en grande majorité pour l'écarter du pouvoir. Nos confrères d'ATV Guyane ont souhaité connaître la vie de la communauté brésilienne du département. On les écoute. Je pense que comme le Brésil, c'est un pays qui est en pleine extension, donc je trouve que c'était plus normal qu'il y ait de la corruption au Brésil qu'en France. Normalement, les Brésiliens, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il faut déporter la présidente. Comme ça, le pays peut évoluer. Ils ne laissent pas le pays évoluer. Ils volent beaucoup de choses. Ils ne vont pas réduire l'argent qu'ils ont volé. Si tu voles quelque chose, il faut vraiment aller dans une prison. Les Brésiliens, c'est comme ça. C'est comme des poules. Ça prend par derrière et tout le temps il est en train de crier. Il ne fait rien. Normalement, les Brésiliens, il faut bouger son cul. Il fait quelque chose. La situation politique au Brésil, ça perdure depuis 12 ans, depuis que Lula il a pris le pouvoir. Il voulait s'installer une république cubaine au Brésil. Et là, aujourd'hui, hier précisément, nous sommes allés pour dire non à la corruption, à tout ça. Il faut qu'elle parte le plus tôt possible, Dilma. Hein? Il est trop tard déjà. Hein? Je suppose qu'il faudrait, oui, je dis oui pour qu'elle sorte de pouvoir. Je trouve que si Dilma reste ou qu'elle part, ça devient la même chose. Tout le monde sont des voleurs. Malgré qu'on n'est pas dans le même pays, mais je pense qu'on a la famille qui sont là-bas et qui sont en train de souffrir par rapport à ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il faut chauffer un peu. Et moi, je suis plutôt pour que la présidente reste. Pourquoi? Parce que même s'ils volent, on est tous d'accord, tous les politiciens au Brésil ou bien le monde entier, ils volent tous. Mais entre être volé et n'avoir rien et être volé et avoir quelque chose, je préfère quand même voter pour le PT. Et puis, c'est le seul parti qui a changé le Brésil, bon, pas le Brésil entier, mais qui a fait quelque chose, qui a mis en place des aides pour les gens défavorisés, des aides pour les étudiants, etc. Donc, entre être volé et n'avoir rien et être volé et avoir quelque chose, ben, je préfère quand même avoir quelque chose, quoi. Et puis essayer de changer ces quelques-uns qui volent un petit peu trop, voilà. Mais la politique, c'est quelque chose de vraiment très compliqué et qu'on ne va pas changer ça comme ça du jour au lendemain juste en retirant la présidente, quoi. Après les inégalités sur le coût de la vie, une autre disparité entre l'Hexagone et les départements d'outre-mer a été remarquée, celle des dotations de l'État attribuées aux collectivités territoriales. Elles sont près de 3 fois moins élevées chez nous. Le point avec Bénédicte Jourdier. 59 €, c'est la moyenne des parts figées de la dotation globale de fonctionnement par habitant pour les communes des départements d'outre-mer, alors qu'elle s'élève à 153 € pour la métropole. Une injustice que le gouvernement propose de corriger en attendant la mise en place de la loi de finances. Le sénateur Georges Patient, parlementaire guyanais, soumet un nouveau système universel calculé selon un montant unique par habitant de 75,72 €. La dotation globale de fonctionnement, la DGF, est l'enveloppe allouée par l'État aux collectivités locales qui s'ajoutent à leurs ressources propres issues des différents impôts et taxes. Une dotation en baisse depuis 2013, un coup dur pour un certain nombre de communes qui ont déjà du mal à faire face à leurs obligations. L'Institut caribéen et amazonien de l'élevage, l'ICAR, est en danger. Faute de financement, l'association en charge de nombreux travaux sur la recherche animale est sur le point de mettre la clé sous la porte. Xavier Zandé, bonsoir. Bonsoir. Alors pour tenter de sauver la structure, vous avez troqué votre blouse blanche de chercheur pour le cartable de directeur. On regarde d'abord le reportage de Bénédicte Jourdier. On reviendra après en profondeur sur ce dossier. Très bien.
Les bureaux sont vides, ils ne sont plus que 3 à travailler dans cette commission départementale d'ICAR, l'Institut caribéen et amazonien de l'élevage. Le budget de cette association repose sur des fonds européens, certains ont été supprimés, d'autres retardés. L'Institut se retrouve donc avec un défaut de trésorerie. Sur 5 ans, on aurait eu besoin de 100 000 euros par an, sur 5 ans. Mais en réalité, actuellement, avec les calculs qu'on a revus avec mon responsable administratif et financier, il nous faudrait tout de suite 200 000 euros à peu près pour pouvoir vraiment injecter et redémarrer et qu'on puisse répondre aux demandes et aux besoins actuels de l'élevage. Cette salariée est désormais la seule chargée de projet en Guadeloupe, en CDI. Aujourd'hui, elle gère plusieurs missions à la fois, alors même que le salaire du mois d'avril n'a toujours pas été versé. Justement, on a fait une réunion d'équipe où je les ai, félicités pour le travail qu'ils menaient alors qu'ils ne sont pas payés, et 2, pour l'attitude positive qu'ils avaient face à cette situation. Au-delà de l'investissement qu'ils peuvent produire, au bout d'un moment, on arrive à une certaine limite qu'on ne peut plus franchir. Donc on y est aujourd'hui. Cette association, basée notamment en Guyane et en Martinique, fait le lien entre la recherche et les éleveurs, en partenariat avec le CIRAD ou l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. L'ICAR réalise différents projets, études, comme la recherche sur les légumineuses ou la gestion des pâturages. Et sur la Guadeloupe en particulier, les projets on est dans une continuité par rapport aux projets qu'on avait réalisés sur la première phase des programmes de développement, le RITA 1, donc RITA, Réseau d'innovation et de transfert agricole, et un projet phare sur lequel il y a des grosses attentes, c'est concernant la filière bovine, tout ce qu'on réalise, c'est au profit des éleveurs, pour les éleveurs, à leur service. Et donc on est vraiment dans une dynamique qui est saine, qui est dans l'ordre du temps, et on s'investit. Donc voilà, c'est un petit peu ce sentiment de peut-être parfois d'être un peu délaissé ou oublié par rapport à des priorités qui nous semblent beaucoup plus futiles. Autrefois, lui-même chef de projet, Xavier Xandé a repris la direction il y a seulement quelques mois. Il espère pouvoir relever ce défi. Dernièrement, avec le président de l'association, ils ont interpellé le ministère de l'Outre-mer et celui de l'Agriculture. Et cet après-midi même, Xavier Xandé attendait une proposition de la banque pour une solution à court terme. Xavier Xandé, alors la proposition de la banque a-t-elle été satisfaisante ? Alors pour l'instant, justement, nous sommes encore en attente d'une réponse que je souhaite positive à ce sujet. Il faut savoir que c'est aussi le seul partenaire qui pourrait nous permettre très rapidement d'avoir un flux financier injecté dans nos finances et pour qu'on puisse avoir notre trésorerie. Votre urgence est de trouver, avant la fin du mois de juin, 200 000 euros. Quelle est la réponse du ministère de l'Outre-mer et du ministère de l'Agriculture ? Alors, ils sont actuellement en train de nous proposer un certain nombre de solutions, mais qui sont plutôt sur du moyen, voire du long terme, mais qui effectivement vont nous permettre de nous en sortir. Mais effectivement, l'urgence à l'heure actuelle, on l'a vu dans le reportage qui vient de passer, c'est que voilà, les salaires n'ont pas encore été payés, et donc il y a un fonctionnement qu'il faut assurer et qu'on ne peut plus assurer simplement lié au fait qu'on est une association, qu'on n'a pas de fonds propres et qu'on n'a pas d'activité commerciale non plus, qui nous permettent éventuellement d'avoir ces éléments de trésorerie supplémentaires. Comment expliquer ce trou? Alors ce trou, il s'explique de plusieurs façons. La première et celle qui est la plus prenante à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement on a eu pratiquement 2 ans de retard sur les laits, puisqu'on est sur ICAR et sur les 3 DFA, départements français d'outre-mer, et les plans de développement ruraux ont pratiquement 2 ans de retard. Donc là-dessus, ce sont des subventions sur lesquelles on fonctionnait. Et il faut savoir que ce sont des subventions où effectivement on a d'abord un préfinancement à avoir, donc d'où un besoin de trésorerie. Et sur la première programmation, on avait bénéficié d'un fonds spéciaux d'État, qui s'appelait les fonds SIOM, spécifiques pour l'outre-mer, qui nous ont permis justement de démarrer nos actions, puisque les subventions FEADER qu'on attend, les financements tombent à partir du moment où on a justifié des actions. Donc il faut d'abord pouvoir les réaliser, donc avoir de la trésorerie pour les réaliser. La création de l'ICAR est étroitement liée aux conclusions des États généraux de l'outre-mer suscitées après la grève contre la vie chère en 6 ans. Quels ont été les projets phares? Alors il y a eu
pas mal de projets qui ont été menés. On a 6 projets phares. Alors, il faut savoir qu'on est déployé sur, je l'ai déjà dit, mais sur 3 territoires. Et en fonction des orientations spécifiques des territoires, donc en Guyane, on n'a pas, les éleveurs n'ont pas les mêmes objectifs prioritaires qu'en Martinique ou qu'en Guadeloupe. Et on a 6 actions phares en fonction des filières, filière bovine, filière porcine, filière avicole, cunicole, donc c'est tout ce qui est volaille et lapin. Et puis aussi un observatoire économique, mais ça c'est plus une prestation en particulier qui est réalisée en Guadeloupe. Quel serait l'impact pour la Guadeloupe si vous étiez amené à disparaître? L'impact, c'est que c'est assez... Enfin, ICAR est un maillon qui manquait à une chaîne, dans la chaîne de développement, à savoir qu'on a des organismes de recherche forts, le CIRAD, l'INRA en particulier en tout ce qui est pour l'élevage. Et à côté, on a un monde économique qui est représenté par les éleveurs. Et il manquait le maillon, l'intermédiaire, l'interface. ICAR, c'est un institut technique agricole, qui permet justement de faire le lien entre ces deux mondes qui n'ont pas toujours les mêmes objectifs, surtout en termes de temps. Donc ICAR fait justement de la recherche appliquée. Donc on va réaliser des expérimentations au sein des fermes, au sein des élevages, et souvent qui sont issus de travaux de recherche que les éleveurs n'ont parfois pas la capacité ou les moyens de pouvoir mettre en œuvre. On a du mal à imaginer que les élus locaux n'aient pas pu réagir sur ce problème. Est-ce que vous avez sollicité la région Guadeloupe ? Alors, les élus locaux sont au courant, puisqu'effectivement, on a sollicité sur les différents territoires, puisque les 3 collectivités sont en jeu. Ce sont elles, désormais, qui sont autorités de gestion pour les programmes FEADER sur lesquels nous émargeons. Donc, elles sont au courant de la situation. Et effectivement, elles ont été sollicitées. Certaines nous ont déjà apporté des réponses. Je prends le cas de la Martinique, le cas de la Guyane qui est en train aussi de nous proposer certains éléments. Et je n'ai pas encore eu l'opportunité de rencontrer directement la région Guadeloupe. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, eh bien, écoutez, et c'est ce que j'espère parce que je reste dans une dynamique positive, si on trouve des solutions assez rapidement pour gérer la situation de trésorerie ponctuelle qu'on a, effectivement, on peut, et c'est ce qu'on est déjà en train de faire, répondre aux appels à projets qui viennent tout juste de sortir. Donc c'est pour ça que je suis dans une activité assez importante à l'heure actuelle, qui vont nous permettre dans les 3 ans à venir, donc jusqu'en 2018, d'être dans une situation qui nous permet de mener nos actions. Et donc c'est un programme qui est jusqu'à 2020 normalement. Donc à partir de là, tout devrait fonctionner normalement. Mais il se trouve qu'actuellement, c'est un problème vraiment ponctuel et qui est lié à la conjoncture, lié aux années de retard qui ont été prises. On l'a vu dans ce reportage, les salariés n'ont pas été payés au mois d'avril. Combien de personnes sont menacées de licenciement? Alors actuellement, ICAR, c'est 7 personnes, directeurs y compris, sachant qu'à une époque, on était pratiquement 17 répartis sur les 3 territoires. Donc voilà, ce sont 7 personnes qui sont, j'ai pas envie de dire licenciement sec, comme on peut dire, mais plutôt, voilà, comme on n'aura pas les moyens de fonctionner, ce sera un peu une forme de chômage technique, le temps que les réponses aux appels à projets puissent être sélectionnées sur ces appels à projets et qu'effectivement on puisse répondre aux actions pour lesquelles, les missions pour lesquelles on a été créé, la structure a été créée. Xavier Zandé, merci d'avoir répondu à nos questions. Beaucoup. Les parents d'élèves de l'école Ginette Maragnès de Sainte-Anne étaient mobilisés aujourd'hui. Ils réclament l'annulation de la fermeture de 3 classes. Karen Diamin était sur le piquet de grève. C'est par courrier que la communauté scolaire de l'école Ginette Maragnès a appris vendredi soir la fermeture de 3 classes de l'établissement. Une nouvelle qui a suscité l'inquiétude des parents. Vu les fermetures annoncées, on va avoir des classes qui vont passer de 25-28 à des effectifs à plus de 32-33, ce qui est, évidemment n'assure pas une qualité, des conditions correctes de travail, quoi. Et avec des classes qui comptent parfois plus de 31 élèves, les conditions de travail sont loin d'être correctes pour ces derniers, mais aussi pour le personnel éducatif. Nous sommes véritablement... Nous sommes désolés de constater qu'encore une fois, on va augmenter nos difficultés en supprimant encore un poste l'an prochain. C'est la raison pour laquelle, sans être à l'initiative, je le répète, moi en ce qui me concerne, je ne puis qu'appuyer toute action, toute initiative visant à améliorer les conditions de travail de mes petits compatriotes. Je ne pense pas avoir commis un crime, ni avoir commis un délit quelconque, simplement en disant que cette revendication est juste. Une revendication soutenue par la FSU,
qui appuie sans compter les parents d'élèves. Nous demandons à Monsieur le recteur de revenir donc sur cette fermeture, d'annuler donc cette fermeture, et nous lui demandons d'ores et déjà d'aller à nouveau auprès du ministre pour obtenir réellement les moyens dont nous avons besoin. Une demande relayée par la municipalité de la ville, qui est aussi inquiète que la communauté scolaire. Les parents ont été reçus par Monsieur le maire, ils avaient déjà pris contact avec nous en amont. Et c'est vrai que pour nous, ça pose problème, ces fermetures de classe, parce que nécessairement, ça augmente le nombre d'enfants par classe. Et déjà que cette année, nous avons dû subir à Sainte-Anne une grosse problématique au niveau du non-remplacement des enseignants. Monsieur le maire, en tout cas, a adressé un courrier qui explique un petit peu toute cette argumentation. Nous attendons la réponse du recteur, il ne peut pas nous la donner dans la foulée, c'est bien normal. Mais avec 0 création de postes et près de 49 annonces de fermeture de classe, la FSU accuse le coup et tire d'ores et déjà la sonnette d'alarme pour la rentrée prochaine. Nous aurons une démultiplication des classes à double niveau, nous aurons sûrement des difficultés à prendre notamment les enfants les plus en difficulté en charge, mais dans le second degré, avec les moins 35 postes, je peux vous dire d'ores et déjà que dans les collèges et les lycées, ça va coincer. Ça va coincer parce que non seulement aujourd'hui nous sommes en dehors des 6e à 30 élèves par division, mais ça va coincer tout simplement parce qu'à un moment donné, lorsque nous aurons à appliquer la réforme des collèges, nous ne pourrons pas le faire dans des conditions acceptables. Et donc nécessairement, on va se retrouver en difficulté. En attendant de rencontrer le rectorat, les parents d'élèves de l'école Ginette Maragnès ont prévu de reconduire leur mobilisation dès demain. Autre mobilisation, cette fois en Martinique. Les élèves du lycée Schellcher se sont mobilisés devant leur établissement. Ils dénoncent une absence totale de communication dans un dossier qui les concerne directement. Après quelques heures de manifestation, ils ont été reçus finalement par les élus, la rectrice et la direction du lycée. Voyez le reportage de Sabrina Doré et de Michelet François. 7 h du matin et la rue Robert Attuli est bloquée. C'est l'accès à leur établissement que les élèves du lycée Schellcher veulent entraver. Ils demandent à être entendus. La 7e ne communique que par la presse. Donc il y a un moment, il faut peut-être arrêter. Nous sommes des élèves, nous sommes des personnes. Nous avons un corps enseignant, un corps éducatif qui nous suit, qui sont aussi des parents, qui ont besoin de savoir où ils seront l'année prochaine. Nous, on a un bac à passer l'année prochaine. Les élèves de cette année ont un bac à passer dans de bonnes conditions. Il y a un moment, il faut peut-être arrêter, quoi. On a tout fait. Et en fait, on constate qu'il n'y a que maintenant qu'on peut nous entendre. Parce que c'est la première fois que le proviseur vient nous parler face à face pour savoir qu'est-ce que nous voulons exactement. Une mobilisation qui a eu l'effet escompté. Dès 8 h 30, élus, rectrices, chefs d'établissement et élèves se réunissent. 2 heures de rencontre pour aborder l'avenir de la communauté scolaire. Mon avis est celui de l'administration. Nous avons une décision qui a été prise par la CTM. Notre objectif est que la rentrée puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Au niveau du rectorat, Madame la rectrice a pris des engagements qu'elle a respectés, c'est-à-dire maintenir l'unité du lycée. La structure n'a pas changé. Donc voilà, donc ce sont des éléments qui étaient des interrogations qui aujourd'hui sont levées. Maintenant, il nous reste à trouver de façon, je dirais, physique et efficace l'organisation que nous allons mettre en place pour loger les lycéens et la communauté scolaire en entier entre les lycées de Bellevue et Gaillard. Lycée Bellevue, lycée Joseph Gaillard, même répartis sur 2 établissements, la CTM promet une communauté qui gardera son identité. On récupérerait un bâtiment de Bellevue et on mettrait des mobilhomes sur le bâtiment, sur la partie Joseph Gaillard, une partie qui n'est pour l'instant pas utilisée et qui d'ailleurs abritait auparavant des mobilhomes déjà. Donc on va remettre cette partie et on va faire en sorte que ces 2 entités puissent être préservées avec une entrée spécifique pour le lycée Schellcher, pour les élèves du lycée Schellcher. Et alors après, ça c'est une question de proviseurs, des règlements intérieurs différents selon les lycées. Ils ont parlé du problème de l'uniforme, ça je ne pouvais pas répondre dessus puisque ce n'est pas ma responsabilité. Si les barrages ont été levés dès la fin de la matinée, les représentants des élèves annoncent que leur mobilisation sera reconduite demain. En parallèle, 2 élèves participeront au comité technique qui fera un état des lieux du lycée de Bellevue pour préparer leur futur déménagement. Il y a quelques mois, un lieu mythique de la scène reggae disparaissait sous les flammes. Grâce à la solidarité de nombreux sympathisants, les travaux de rénovation du Zion Park avancent à grands pas. On regarde le reportage de Karen Diama. Après le terrible incendie survenu au Zion Park le 27 décembre dernier, il ne restait que les vestiges d'un lieu mythique de la culture reggae.
Mais avec la détermination d'Alex, gérant du site, le Zion Park est sur le point de renaître de ses cendres. On est en plein dedans, on est dans le travaux. Ça se monte petit à petit, tout doucement, en prenant le temps pour essayer de bien faire, pour ne pas faire peut-être les mêmes erreurs qu'il y avait peut-être autrefois. On essaye de mettre aussi plus aux normes de certaines choses et pour pouvoir continuer à travailler en meilleures conditions. Et puis voilà, on en est là, quoi. Tous les jours, on bosse dessus. De nouvelles structures, cette fois plus solides, sont construites grâce à l'aide précieuse de sympathisants sans lesquels le gérant admet volontiers que les travaux n'en seraient pas à ce stade aussi avancé. Charpente Caraïbes qui m'ont quand même proposé de m'aider dans le bois, qui fait si ça a bien avancé. Déjà, je remercie beaucoup Charpente Caraïbes. Charpente Antilles, c'est Charpente Antilles. Je remercie beaucoup et qui m'ont permis de vraiment avancer un peu plus vite que je croyais. Et à la suite, voilà, je continue tout ce que je peux toute seule et voilà. Mais Alex n'est jamais vraiment seul. Il peut toujours compter sur des amoureux du site ou simplement sur ses amis, à l'image de Julien qui s'est chargé de la maçonnerie. Je lui ai donné ce coup de main, enfin toujours, hein, dès le départ jusqu'à aujourd'hui. C'est pour qu'il puisse revivre ce qu'il a toujours voulu faire. De faire des essages à une part qu'il a toujours voulu faire, alors c'est pour ça que je lui donne ce coup de main à fond. Un rythme soutenu, imposé par le gérant, qui souhaite voir le site réouvert au public le plus vite possible. Je pense peut-être pour le mois de mai, peut-être pour encore peut-être un bon mois pour le mois de mai. On essaye en tout cas, parce qu'on n'est pas maître derrière. Si ça se passe bien, peut-être dans une bonne mois ou 3 bonnes semaines. En attendant, le gérant ouvrira son établissement les 22 et 23 avril prochains pour 2 concerts de solidarité où les recettes serviront à terminer les travaux de reconstruction de ce lieu atypique. Restez avec nous. Dans un instant, nous verrons comment le microcrédit peut aider à sortir de la précarité. Et puis nous irons sur les pelouses à la rencontre des joueurs de football de l'ASS de la Jaille. Face à la montée du chômage, certains ont décidé de créer leur propre activité. Un parcours semé d'embûches, notamment pour la recherche de financement. Pour se lancer, beaucoup font appel au microcrédit. Isabelle Hameau a rencontré quelques audacieux. Élodie aimerait obtenir un microcrédit pour devenir styliste. Après des études de design à Montréal, la jeune femme de 27 ans se retrouve sans emploi. Tous les jours, elle se forme à l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique spécialisée dans le microcrédit, pour y développer son projet. J'ai entamé cette formation pour pouvoir concrétiser mon projet et être accompagnée et plus précisément avoir plus ample information en fait, sur le domaine de l'entreprise. J'ai appris beaucoup sur moi avec l'aide de Cynthia et j'ai aussi appris à certaines à faire un dépassement de moi parce qu'en fait je suis une fille assez réservée, mais ça m'a aidé beaucoup cette formation. L'ADI finance 500 clients par an. Chaque semaine, un emploi se crée. La formation au Créa Jeunes est la première étape avant d'obtenir une aide. Une fois que les jeunes ont fini la formation, donc elles vont présenter leur business plan à nos partenaires, donc les partenaires de l'ADI, et ensuite elles seront orientées vers le conseiller pour l'instruction, donc pour faire leur demande de microcrédit. À côté de cela, une fois qu'elles seront financées, elles seront encore accompagnées pendant 3 ans après la création d'activités pour qu'elles puissent vraiment démarrer de façon optimale et sereine. Andy Zébus, lui, a obtenu une aide de 2 000 € pour se lancer. Aujourd'hui, il est traffic manager. Un traffic manager, c'est la personne qui s'occupe de la stratégie et des contenus sur les réseaux sociaux. Au-delà de la formation qu'on peut avoir, on a ensuite un suivi, comme tu disais. Mais ce qui m'intéresse à l'ADI, c'est que c'est la dimension humaine des choses. C'est que certes, on devient chef d'entreprise, on a des choix, des décisions à prendre, mais ils sont là pour nous conseiller, nous accompagner. Au-delà du simple rendez-vous, j'ai eu à peu près 1 an sans emploi où je cherchais justement est-ce que je retournais à Paris, est-ce que je partais ailleurs, et qu'est-ce que je faisais. Et finalement, au fur et à mesure, l'idée de créer ma boîte en communication, j'ai mis dans la tête et je l'ai concrétisé grâce à l'ADI et au microfinancement. L'association accompagne Andy sur son projet pour encore 6 mois. Et si tout se passe pour le mieux, le jeune homme envisage de passer du statut d'entrepreneur individuel à société. Selon une étude menée en Guadeloupe sur les années précédentes, 81% des personnes se sont réinsérées économiquement après 3 ans d'accompagnement.
Elle représente un refuge pour se préserver de la chaleur et des regards indiscrets. Les vitres teintées dépassant le seuil de 30% seront interdites au 1er janvier 2017. Êtes-vous favorable à cette mesure? Vos réponses recueillies par Isabelle Hameau. Non, je suis contre la loi sur les vitres teintées parce qu'effectivement, c'est une sécurité pour nous. Donc ça permet effectivement d'avoir une forme de discrétion le soir parce qu'on sait comment ça se passe en Guadeloupe. Hein. On se fait braquer à Tire-Larigot, on arrive dans un stop. Et quand on est, moi ma voiture, j'ai les vitres teintées, quand on est dans un stop, on est dans Pointe-à-Pitre, les jeunes ne savent pas qui est-ce qu'il y a dans la voiture, si on est 2, si on est 3, si on est 4. Mais quand on n'aura pas les vitres teintées maintenant, je comprends la gendarmerie, ils ont besoin d'identifier celui qui est devant, mais pour nous, enfin moi en tant que citoyen, je dis que non, je ne suis pas d'accord parce que pour moi c'était une sécurité dans ma voiture. Franchement, je suis contre, hein. Pour moi c'est vraiment inutile comme loi. Je ne sais pas pourquoi ils la font, comme si on n'a pas le droit de teinter nos vitres aujourd'hui. Si vous avez inventé ces lois-là, ça, si il n'y a pas d'autres lois pour inventer. Parce que toute voiture qui arrive à Guadeloupe teintée, alors on va voir pourquoi ils veulent détecter la voiture et qu'elle fait chaud en Guadeloupe. Alors si là, vous avez ces Guadeloupéens, Dieu, c'est pas la peine. C'est sûr qu'on fait une révolution contre ça, mais ça peut marcher en Guadeloupe. Voilà. Pour éviter les policiers peuvent faire travailler quoi. Moi c'est comme ça, oui. Mais parce que là on veut teinter quand même. On peut avoir quelqu'un qui a dingue, voiture là. Parce que c'est mal fait partout. Surtout maintenant en Guadeloupe là maintenant, ça fait partout. Je dirais moi je serais contre plus ou moins parce que c'est au niveau visibilité. Après par contre au niveau protection le soir c'est pas mal. Après je ne peux pas vous dire, moi j'ai les deux moi, donc teinté d'un côté, teinté de l'autre, donc je ne vais pas dire non, ne vais pas dire non plus. Hein. Je suis contre les carreaux teintés, tout ça, c'est un truc de voyou en fait. Hein. Moi je veux carrément, c'est un truc de voyou. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, les gens ils font un peu, comment dire, quand on a les vitres teintées, les gens ils font un peu ce qu'ils veulent. Surtout les femmes. Je dis tout doucement. Mais en fin de compte, moi je dis que les flics ils peuvent voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est un voyou, si la personne est armée ou pas. On peut avoir des vitres teintées, mais bon, léger. J'y suis très favorable hein, parce que c'est un souci de ne pas voir la personne qui conduit, de ne pas savoir si elle vous voit. Hein. Parce que bon, c'est ça le vrai problème hein, dans l'histoire. Hein. Il faut bien comprendre que c'est une affaire de sécurité. Il y en a qui abusent en plus de ce système de je me cache dans ma voiture, je fais ce que je veux. Non, on ne fait pas ce qu'on veut en voiture justement. C'est ce que je tiens à faire passer moi personnellement comme message. Les automobilistes doivent être des gens responsables et ne pas s'amuser à faire ce qu'ils veulent sur la route ni dans leur voiture. Parce que voilà, il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Avant de déteinter les vitres, il faut que la justice, la police, l'État français déteignent leurs voitures aussi. Parce qu'il y a beaucoup de voitures de police de l'État qui sont teintées. Et là, on va suivre après. Et nous parlons environnement et cinéma maintenant. Depuis 13 ans, il existe un festival en Guadeloupe qui sensibilise les Guadeloupéens à la préservation de leur environnement à travers le 7e art, le Terra Festival, qui a ouvert ses rideaux ce week-end à Lamentin et dans plusieurs d'autres communes de la Guadeloupe. Mécerne Sagesse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur du festival Ciné-Colo Haïti. Vous êtes également, faites partie de ces personnes engagées qui luttent pour la préservation de l'environnement de leur pays. Vous venez d'Haïti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également membre du jury, j'ai oublié de le dire. Quelles sont vos premières impressions après avoir visionné les premiers courts-métrages du Terra Festival? J'ai déjà vu des courts, des longs-métrages. Déjà, et ça me dit quelque chose et ça me dit qu'en tant que juré, j'ai du boulot, hein. J'ai du boulot parce que les films hein, sont vraiment intéressants et je pense que ça, avec ça, en fait, le message va passer, c'est sûr. Déforestation, agriculture intensive, pollution des sols et des eaux à cause des engrais, rejets industriels de tout genre. La dégradation environnementale d'Haïti est inquiétante. Où en êtes-vous aujourd'hui au niveau de la politique environnementale chez vous? Il faudrait à chaque fois qu'on fasse un petit regard sur le passé pour voir est-ce qu'il y avait bien auparavant une politique environnementale bien définie en Haïti. Je crois que, et c'est sûr, dans la réalité, l'environnement, ce n'est pas la priorité des gens qui dirigent. Donc maintenant, là, on est victime
de ça, parce que les problèmes environnementaux, ils n'ont pas besoin de visa pour traverser les frontières. Là, Haïti est aussi victime de ça. Maintenant, là, on est à moins de 2% de couverture forestière, mais c'est inquiétant, oui. Cependant, en dehors de tout ce qu'on a comme valeur, comme potentialité culturelle, touristique et autres, à moindre goutte de pluie, les villes inondent. Donc, il y a de sérieux problèmes environnementaux en Haïti. Donc là, il faudrait que des actions se fassent, bien sûr, pour en fait, éviter le pire. Et des actions se font puisque vous êtes en Haïti engagé dans une bataille pour la protection de l'environnement. Jusqu'où s'étend votre action là-bas? On a commencé. On a commencé. C'est un travail assez lourd. C'est une bataille très longue. On a commencé. Vous sensibilisez les jeunes? Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a créé une organisation, l'association Cinécolo Haïti. C'est à travers cette association, on va un peu partout à travers le pays pour sensibiliser les gens, et les jeunes surtout, parce que c'est les jeunes d'aujourd'hui. Ils seront les dirigeants de demain. Donc il faut les sensibiliser et pourquoi pas éveiller la conscience écologique de l'homme haïtien. Qu'attendez-vous de ce festival, du Terra Festival? Déjà, le Terra Festival nous a inspirés, parce que c'est à partir de ça qu'on a mis sur pied notre initiative, notre festival. On va en parler, bien entendu. Et je crois que le Terra, en fait, j'attends que ça attire l'attention de beaucoup plus de gens au niveau, je peux dire, de la Caraïbe et même du monde entier. Vous pensez que les images ont encore le pouvoir de faire bouger les lignes? Ah oui, bien sûr. Si je répète Confucius, si je me rappelle un peu, une image vaut 10 000 mots. Donc avec les images, c'est sûr, et ça va transcender les gens, et puis les invite à réagir, à s'impliquer en tant que citoyen pour que ça... Quel sera votre rôle au sein du Terra Festival? Là, je suis membre du jury, bien sûr, c'est juré. Et puis là, je représente le festival Cinécolo Haïti. Donc c'est ça. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Ils sont jeunes et ont du talent à revendre. Les espoirs du club de football de l'ASS de La Jaille partiront le mois prochain au tournoi international de Pessac à Bordeaux, un tournoi où ils espèrent être repérés. Isabelle Hameau les a rencontrés. Ces jeunes footballeurs prometteurs participeront prochainement au tournoi international de Pessac à Bordeaux. Parmi eux, Yori et Alexandre. L'un est milieu de terrain, l'autre gardien. Leur rêve commun est d'être repéré au tournoi international. En débutant, j'avais pas ce niveau. L'année dernière, j'avais pas ce niveau. Ça me fait plaisir. Enfin, j'espère que je vais me faire détecter parce que mon rêve, c'est de devenir professionnel. Si on veut gagner ce tournoi, c'est avec tout cet entraînement qu'on a fait et l'amour que les entraîneurs nous donnent pour qu'on s'entraîne. Nous les grands, Afarel, Alvin et moi, ils travaillent un petit peu plus dur à l'entraînement le jeudi pour le voyage à Bordeaux. Et si demain tu te fais repérer? Là je vais exploser de joie. Mais avant tout, ces jeunes talents doivent beaucoup s'entraîner. Bien, la prise de balle, on y va, tu dors. Là, bien. Allez, bien joué là, la prise de balle. Mets le ballon à l'intérieur du carré. Applique-toi. C'est la 3e fois que l'ASS participe à ce tournoi. Celui-ci permettra aux jeunes footballeurs de se confronter à d'autres venant d'horizons divers, mais pas seulement. Il faut savoir que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas d'intérêt à emmener des petits de cet âge-là dans des tournois. Mais moi, je pense que c'est très bénéfique pour ces enfants-là parce qu'ils arrivent à comprendre nos exigences. Nous, on est exigeants,
mais quelquefois ils trouvent qu'on est trop dur. Mais arrivé là-bas, ils comprennent que sans travail, on n'a pas de résultat, quoi. Donc c'est important. Régulièrement, on y va. Chaque année, on part en métropole. Et on a bon nombre de joueurs qui sont en Ligue 1 aujourd'hui, notamment Thomas Limar, Marcus Coco, Andy Josepho qui a signé il n'y a pas longtemps. Mais il faut savoir que la solidarité scolaire, c'est un club qui voyage, qui permet à ces jeunes de découvrir autre chose. Rendez-vous donc le 11 mai prochain pour le grand départ. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Soyez prudents sur les routes. La Guadeloupe a été placée en vigilance jaune jusqu'au jeudi 21 avril. Et puis les habitants de Bellecour à Baie-Mahault seront touchés par des coupures d'électricité demain toute la matinée, ainsi que les communes de Vieux Habitants, de Petit Canal, Saint-Claude et de Baie-Mahault. Et enfin, si vous voulez donner de votre sang, la collecte mobile sera demain à Morne-à-l'Eau, sur la place Gerty-Archimède, et après-demain, mercredi, aux Abîmes, au centre commercial Millénis. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes, présentée par Eddy Planté.